Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Ceci dit, moi, j'en ressors avec l'impression que c'est la décision la plus lucide de son quinquennat. Une allocution extrêmement difficile pour le président de la République. C'est une décision courageuse et une décision digne. J'ai toujours exprimé mon respect à l'égard de la personne et de la fonction. Je crois que Manuel Valls, qui est évidemment en solidarité avec et le bilan et le président de la République, est le mieux placé aujourd'hui pour nous représenter. Mais Manuel Valls est le candidat qui est solidaire de François Hollande sur le projet que nous portons en majorité au Parti socialiste. Et aujourd'hui, il a évidemment toute sa légitimité pour prolonger le travail qui a été fait. Maintenant, l'enjeu, c'est le rassemblement à gauche. Alors on est dans une situation tout à fait particulière avec le renoncement de François Hollande à un deuxième mandat. Bon, moi je ne vais pas ici discuter de la forme. Bon, il y avait un côté un peu pathétique. Bon, certains disent que c'était empreint d'une grande dignité. Moi, je veux bien, mais enfin c'était quand même globalement un constat d'échec terrible. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est la contradiction entre un bilan qu'il a égrené et qu'il a jugé constamment positif. Bon, hormis l'affaire de la déchéance de la nationalité, mais tout le reste c'était positif, y compris même le chômage, etc. Et puis sa conclusion, je ne me représente pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de fatalité, que ça n'a rien à voir avec son action à lui. S'il est à 7% dans les sondages, si l'électorat de gauche se détourne complètement de sa personne, c'est pas sa politique qui est en cause. Et ça, je trouve ça très choquant, parce que finalement, il y a une leçon de démocratie quand même là-dedans. C'est-à-dire que les Français, la gauche, les électeurs de gauche, infligent à François Hollande une leçon de démocratie. C'est-à-dire que quand on transgresse à ce point, disons, sa parole, qu'on trahit à ce point ses promesses électorales, bon, le traité budgétaire européen, la loi travail, enfin, des choses qui ont été extrêmement violentes contre l'électorat de gauche, les salariés, etc., ben, on le paye, et il le paye, là, c'est ni plus ni moins ça. Donc on a l'impression qu'il ne comprend pas, veut pas ou ne peut pas comprendre les causes disons, du refus des gens, disons, de lui accorder une nouvelle fois leur confiance. Alors c'est sa faute, c'est sa politique. Et de ce point de vue, d'ailleurs, Manuel Valls, qui sera sans doute son remplaçant dans cette affaire, va se trouver confronté au même problème, parce qu'il sera évidemment solidaire du bilan de François Hollande, même si la personnalité est différente. La personnalité d'ailleurs sera encore plus clivante, encore plus brutale, mais il va devoir en effet aussi s'expliquer par rapport à un électorat qui a été, quand je dis déçu, c'est même très en deçà de la vérité. Donc, et on va avoir en plus une situation tout à fait bizarre, puisqu'il va y avoir un pouvoir un peu fantomatique là, pendant les mois qui viennent jusqu'à la présidentielle, avec un locataire de l'Élysée qui n'aura plus beaucoup de pouvoir, probablement un Premier ministre de remplacement qui sera aussi une sorte de fantôme à Matignon. C'est une situation quand même très étrange, et malheureusement François Hollande ne sera pas le seul à payer même cette situation. On peut craindre que les Français eux-mêmes le payent s'ils ont en bout de course un Fillon ou quelqu'un comme ça, avec la promesse d'une casse sociale épouvantable. Les Français seront aussi victimes de ce quinquennat qui quand même a été un désastre, on peut le dire. Alors cette semaine dans Politis, il se trouve qu'on a un dossier sur l'agonie, la social-démocratie, et on y est. Hollande et Valls ne sont rien d'autre que la manifestation de cette agonie européenne de la social-démocratie, que Matteo Renzi risque d'éprouver aussi à ses dépens avec le fameux référendum en Italie. Pour une bonne raison, tout ça, c'est que la social-démocratie n'est même plus elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'est même plus cette force modeste de réformes progressistes. Ces réformes, ce qu'elle appelle réformes, sont aujourd'hui des réformes libérales qui vont à reculons de l'histoire du progrès social. Et puis, on publie aussi à Politis cette semaine un hors-série consacré à la Révolution, aux révolutions. Alors, c'est le regard d'historien sur l'évolution de l'image, disons, des événements révolutionnaires du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, du XXe siècle, la révolution arabe, la révolution d'octobre, la révolution cubaine, qui a une actualité ces jours-ci avec la mort de Castro.
c'est pas tant, disons, un travail d'historien que d'historiographe, c'est-à-dire comment ces images changent au gré de la situation politique. Et puis ce n'est pas que ça, c'est une digression autour du mot révolution, parce qu'il y a aussi la révolution esthétique, la révolution scientifique, la révolution culturelle, et tout ça est traité par des plumes, disons, de grande qualité qui nous ont apporté leur concours.